Ma famille dit que je suis trop bien pour toi, que tu n'es tout simplement pas de notre niveau, a annoncé ma fiancée. Ils pensent que je gâche mon potentiel avec quelqu'un d'aussi ordinaire. J'ai dit qu'ils avaient raison. J'ai déménagé cette nuit-là, je l'ai laissé avec toutes les factures. Et en moins d'une semaine, ses parents affolés me suppliaient de revenir. Salut tout le monde, avant qu'on commence la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. On a remarqué que la chaîne perd un peu d'élan et s'abonner est l'un des meilleurs moyens de nous soutenir. C'est rapide, gratuit, et ça nous aide à continuer à vous offrir du super contenu. Votre soutien signifie énormément pour nous. Faisons grandir cette chaîne ensemble. Merci beaucoup, maintenant lançons la vidéo. Compte jetable pour des raisons évidentes. Cela s'est passé il y a environ 6 mois et je suis encore en train de tout digérer, mais je me suis dit que Reddit apprécierait cette revanche nucléaire. Histoire longue, prenez du popcorn et peut-être une boisson, car ça va être un sacré voyage. Résumé à la fin, mais honnêtement vous voudrez lire tout. Je dois d'abord planter le décor, car la dynamique familiale est importante pour comprendre à quel point tout cela a été calculé. Moi, 29 ans, je travaille comme architecte chez Henderson & Associates ici à Columbus. Ce n'est pas une grande firme prestigieuse, mais on fait du bon boulot commercial et j'adore vraiment ce que je fais. J'étais fiancé avec Nathalie depuis 1 an, ensemble depuis 3 ans. Je l'ai rencontrée à la pendaison de crémaillère de mon pote Jake juste après la fac. C'était cette magnifique brune dans un coin qui parlait passionnément d'un livre qu'elle éditait et j'ai été immédiatement accroché. Il m'a fallu 3 tentatives pour trouver le courage de lui parler, mais une fois lancé, on a parlé pendant 4 heures d'affilée. Elle travaillait dans une petite maison d'édition indépendante appelée Meridian Press, elle éditait de la fiction littéraire, et elle avait cette façon de s'illuminer quand elle parlait de livres, qui m'a complètement captivé. La première année était incroyable. Elle était intelligente, drôle, avec ces moments imprévus où elle se mettait à danser dans la cuisine en préparant du café. On a emménagé ensemble après environ 14 mois, fiancés au bout de 2 ans et demi. Je lui ai fait ma demande au bord d'un petit lac où on avait eu notre premier vrai rendez-vous. Rien de luxueux, mais c'était symbolique pour nous. Sa famille par contre, mon Dieu. Par où commencer avec Richard et Caroline Whitman? Richard est conseiller en investissement, il dirige son propre cabinet de gestion de patrimoine, Whitman Financial Services. Pas énorme, mais il gère l'argent de plein de vieilles familles de Columbus, du genre country club. Caroline ne travaille pas, elle vient d'une de ces anciennes familles de l'Ohio avec de l'argent depuis 4 générations. Ils vivent dans une immense maison coloniale à Upper Arlington, le genre de quartier où les maisons commencent à 800 000 $ et où les gens se soucient un peu trop de l'entretien de leur pelouse. Dès le premier jour, ils avaient cette manière de me faire sentir inférieur sans jamais être directement insultant. Que des petites piques subtiles, des questions bien tournées. Par exemple, quand on dînait à leur club, Richard demandait des choses comme « Alors Ryan, ton cabinet travaille-t-il sur des projets notables en ville ?» Avec ce ton qui faisait comprendre qu'il savait déjà que la réponse était non. Caroline réussissait toujours à orienter la conversation vers l'ex de Nathalie, Derek, qui soi-disant cartonnait chez Goldman Sachs à New York. Oh Derek vient d'acheter un appart à Tribeca ou bien Derek demandait de tes nouvelles à la soirée chez les Morrison la semaine dernière. Vraiment subtil. Une mort à petit feu. Mais voilà, Nathalie me serrait toujours la main sous la table pendant ces discussions, elle levait les yeux au ciel quand ses parents ne regardaient pas, elle changeait de sujet quand leurs questions devenaient trop directes. Après dîner, elle s'excusait pour eux, disait qu'ils voulaient mon bien, qu'ils étaient juste protecteurs. Je pensais qu'on était solide, tu vois, genre nous contre le monde. Je viens d'une famille de classe moyenne à Dayton. Papa est prof d'histoire au lycée, maman bosse à la bibliothèque. J'ai fait Ohio State en bossant à côté et avec des prêts étudiants. Rien de honteux là-dedans, mais ce n'était clairement pas le pédigré auquel les Whitman étaient habitués. Je me disais que l'amour suffisait et qu'il finirait par m'accepter. Spoiler, ce n'est jamais arrivé. Le 18 avril 2024, c'est la date où tout est parti en vrille. Je m'en souviens parfaitement parce que c'était un jeudi et que j'avais eu une réunion client épuisante qui avait duré 3 heures de plus que prévu. On essayait de finaliser les plans d'un projet de développement mixte que je dirigeais depuis des mois, et les clients ne cessaient de changer d'avis sur des éléments structurels de base. Je suis rentré vers 20h30, complètement vidé. Je voulais juste me détendre avec ma copine et commander un thaï. Notre appart était dans un ancien entrepôt rénové dans Short North, pas donné, mais on adorait les briques apparentées au plafond. En rentrant, Nathalie était assise à l'îlot de cuisine, fixant son ordi portable. Direct, j'ai trouvé ça bizarre, car elle parlait toujours de son boulot,
des livres qu'elle lisait, littéralement de n'importe quoi. Elle pouvait même commenter une peinture qui sèche. Mais là, silence total. Salut, j'ai dit en posant mes clés dans le bol près de la porte. Ta journée s'est bien passée? Rien. Elle fixait toujours cet écran MacBook comme si c'était le livre des secrets de l'univers. Nat, tout va bien? J'ai déjeuné avec mes parents aujourd'hui, a-t-elle finalement dit sans me regarder. Oh, cool. Comment vont Richard et Caroline? J'ai tenté de garder un ton léger en allant vers le frigo. D'habitude, leur déjeuner donnait lieu à au moins 20 minutes de commentaires sur les potins du club. Ils s'inquiètent pour nous. Je me suis figé, la bouteille de bière à mi-chemin de mes lèvres. Inquiet? À propos du mariage? À propos de savoir si tu es, elle s'est arrêtée comme si elle cherchait les bons mots. À propos de savoir si tu es le bon choix pour moi. La façon dont elle l'a dit, comme si elle lisait un script écrit par quelqu'un d'autre, aurait dû être mon premier vrai signal d'alarme. Mais je pensais encore que c'était juste une autre dose de leur bullshit passif-agressif habituel. D'accord, ai-je dit lentement, et tu leur as répondu quoi? Je pense qu'ils veulent ce qu'il y a de mieux pour moi. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé, Nat. Elle a finalement levé les yeux de l'ordinateur portable, et c'est là que je l'ai vu dans son regard, le doute. Un vrai doute sincère. Après 3 ans passés ensemble, après avoir planifié un mariage, après toutes nos discussions sur l'avenir, il y avait une véritable incertitude. Ils ont souligné certaines choses auxquelles je n'avais jamais vraiment pensé avant, comme le fait que ta carrière n'a pas le même potentiel d'évolution que quelqu'un dans la finance ou la médecine, que tu ne pourras probablement jamais te permettre le genre de vie dans lequel j'ai grandi, que nous venons de mondes très différents et que ça compte peut-être plus que je ne le pensais. Chaque mot était comme un coup physique. On avait déjà parlé d'argent, de nos différences de milieu. Ça n'avait jamais semblé important. Elle avait toujours dit qu'elle aimait ma passion pour l'architecture, que le fait que je privilégiais la création d'espaces beaux plutôt que de gagner des millions, c'était justement ce qu'elle appréciait. Ça ne t'a jamais dérangé avant, ai-je dit, ma voix devenant calme d'une manière dangereuse, comme elle le fait quand je suis vraiment bouleversé. Ça ne me dérangeait pas, mais maintenant qu'on parle vraiment de se marier, d'avoir des enfants un jour, je ne sais pas, ils m'ont fait voir les choses différemment. Comme quoi? Comme le fait que tu sembles tellement satisfait là où tu en es professionnellement. Tu ne parles jamais de devenir associé dans ton cabinet ou de créer ta propre agence. Tu sembles juste à l'aise avec la moyenne. J'imagine, la moyenne? Après 3 ans ensemble? Après l'avoir soutenu à travers ses propres galères professionnelles, après l'avoir écouté se plaindre de son patron infernal pendant des mois, voilà ce qu'elle pensait de moi? Content d'être moyen. Qu'est-ce que tu es en train de me dire exactement, Nathalie? Elle a commencé à faire tourner sa bague de fiançailles, cette pièce art déco vintage qui m'avait coûté 3 mois de salaire mais que sa mère avait qualifié de pittoresque la première fois qu'elle l'avait vue. Mes parents ne t'approuvent pas, ils pensent que je peux avoir mieux. La pièce a littéralement basculé pendant une seconde, comme quand on se lève trop vite et qu'on a la tête qui tourne. Sauf que j'étais assis. 3 ans. Des centaines de « je t'aime ». Toute une vie planifiée ensemble, des discussions sur les enfants, où on voudrait vivre, vieillir ensemble, et tout se résumait à l'approbation de papa et maman. Et toi, tu en penses quoi? Ai-je demandé une fois de plus, même si j'étais presque certain de connaître déjà la réponse. Elle ne voulait pas croiser mon regard. Elle continuait à faire tourner cette bague. Je pense qu'ils ont peut-être raison. Dans les films, c'est là que le gars se bat pour la fille, non? Qu'il tombe à genoux et supplie, promet de changer, implore une seconde chance? Qu'il énumère toutes les raisons pour lesquelles ils sont faits l'un pour l'autre et lui rappelle tous leurs souvenirs partagés jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle fait une énorme erreur? Mais quelque chose de froid et tranchant s'est enclenché dans mon esprit, une sorte de lucidité glaciale qui rendait tout parfaitement clair. La femme que je prévoyais d'épouser, celle que je croyais être ma partenaire dans tout, venait de me dire que la vie de ses parents comptait plus que 3 années de relation. Alors tu devrais, ai-je dit. Je devrais quoi? Faire mieux. Si c'est ce que toi et tes parents pensaient. Elle avait l'air véritablement choquée, comme si elle s'attendait à des larmes, à une dispute, à ce que je me batte pour nous. Ryan, je ne dis pas que c'est fini, je dis juste que j'ai des doutes sur certaines choses. Des doutes sur le fait que je sois assez bien pour toi? Parce que tes parents l'ont dit? C'est plus compliqué que ça. Vraiment? Ça a l'air sacrément simple pour moi. Je suis passé devant elle en direction de notre chambre, la laissant là, assise, l'air confus et peut-être un peu effrayé. J'avais besoin d'espace pour réfléchir.
Besoin de digérer ce qui venait de se passer. J'ai pris une longue douche brûlante, laissé l'eau me brûler pendant que j'essayais de comprendre ce que j'allais faire ensuite. Et quand je suis sorti, j'avais un plan. Voici ce que je ne vous ai pas encore dit, et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante, je ne suis pas en réalité l'architecte moyen que les parents de Nathalie pensaient que j'étais. En fait, depuis 8 mois, j'étais le concepteur principal d'un projet immense appelé le Riverside Development, un complexe à usage mixte qui allait transformer complètement une partie délabrée du centre-ville de Columbus. On parle d'un projet de 40 millions de dollars, avec des logements résidentiels, des espaces commerciaux, une intégration de technologies vertes, tout le package. Le genre de projet dont rêvent les cabinets d'architecture. Et d'une manière ou d'une autre, j'étais devenu le concepteur principal. C'était le plus gros projet sur lequel j'avais jamais travaillé, et honnêtement, le plus gros que notre cabinet ait jamais décroché. Mais voici le hic, je n'en avais presque jamais parlé à la maison. Pas parce que je cachais quelque chose, mais parce que parler boulot semblait ennuyer Nathalie à mourir. Chaque fois que je commençais à expliquer un défi technique ou que je m'enthousiasmais pour un élément de design, elle avait ce regard vide et changeait de sujet pour parler de son monde de l'édition. Alors j'ai juste arrêté d'en parler. Et puis, elle avait ses propres soucis professionnels. Son patron chez Meridian Press était un vrai cauchemar, il traitait l'équipe comme de la merde. Alors je la laissais volontiers décompresser après sa journée au lieu de parler de la mienne. Énorme putain d'erreur. Après notre dispute, je n'arrivais pas à dormir. Je restais là, allongé à fixer le plafond, repassant dans ma tête chaque conversation que j'avais eue avec ses parents ces 3 dernières années et toutes ces petites piques sur mon potentiel, ma trajectoire. Vers 2 heures du matin, je me suis levé et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais pensé à faire avant, je me suis goglé. Putain. Le Riverside Development avait été couvert dans des revues d'architecture depuis des mois. Il y avait des articles dans Architectural Record, dans Columbus Business First, même un dossier dans Ohio Magazine sur le design durable innovant. Mon nom était partout en tant que concepteur principal. Il y avait même un reportage incroyable dans le journal local. Sur la manière dont le projet allait revitaliser le centre-ville, avec des citations de conseillers municipaux qualifiant le design de visionnaire et exactement ce dont Columbus a besoin pour rivaliser avec des villes comme Nashville et Austin. J'avais été tellement enterré dans le travail lui-même, les nuits tardives, les plans techniques, les réunions interminables avec les clients que je n'avais pas réalisé à quel point le projet attirait l'attention à l'extérieur du bureau. Le développement devait être achevé dans environ 6 mois, et l'engouement précoce était absolument incroyable. Mais ensuite, j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Le petit frère de Nathalie, Tyler, qui étudie l'architecture à Cincinnati, postait sur le projet depuis des semaines sur son Instagram. Des photos du chantier, des articles sur le design, même une publication datant de 3 semaines disait « Le fiancé de ma sœur est le concepteur principal de ce projet incroyable, et je suis tellement jaloux de son talent. J'ai hâte de voir ce truc terminé. » 3 semaines. 2 semaines avant le déjeuner familial qui, soudainement, avait rempli Nathalie de doutes sur mon potentiel de carrière. C'est là que ça m'a frappé comme un train lancé à pleine vitesse. Ils savaient. Richard et Caroline savaient exactement à quel point j'allais bien professionnellement. Et ils essayaient quand même de saboter la relation. Pourquoi? J'ai passé les heures suivantes à plonger dans un tunnel de recherche, en utilisant toutes les bases de données de documents publics que je pouvais trouver pour creuser les finances de la famille Whitman. Et ce que j'ai trouvé était très éclairant. La société d'investissement de Richard avait des problèmes. Pas du genre faillite, mais des difficultés sérieuses. Ces derniers rapports trimestriels montraient une baisse des actifs sous gestion, et j'ai trouvé des traces d'au moins 3 clients majeurs qui avaient retiré leur argent au cours de l'année écoulée. Le genre de déclin lent qui semble normal de l'extérieur, mais qui devait le stresser comme pas possible derrière des portes closes. La situation financière de la famille de Caroline était encore plus intéressante. La majorité de son héritage était bloquée dans une structure de fiducie compliquée que les enfants ne pouvaient pas toucher avant l'âge de 35 ans. Nathalie avait 28 ans. Mais voici le clou, j'ai trouvé des documents judiciaires montrant que Caroline et ses frères et sœurs étaient en plein litige sur la succession de leur père. Des questions sur le testament, des actifs contestés, tout ça enlisé dans une procédure devant le tribunal des successions. Ils avaient besoin que Nathalie fasse un bon mariage, pas pour l'amour, pas pour le bonheur, mais pour la sécurité financière. Et moi, j'étais le type qu'ils avaient rayé comme un architecte médiocre de classe moyenne, alors que j'étais sur le point de percer et d'entrer dans une toute autre tranche de revenus dans l'année à venir. Ils essayaient de nous séparer avant que Nathalie ne se rende compte de ce qu'elle allait perdre. La manipulation était si calculée, si délibérée,
que j'en avais la nausée. Mais cela a aussi tout clarifié pour moi. Ce n'était pas une question d'amour, de compatibilité, ou de ce qui était le mieux pour Nathalie. C'était une question de contrôle, d'argent, et de maintien du statut social. Et Nathalie avait choisi d'être leur pion au lieu d'être ma partenaire. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à planifier ma stratégie de sortie. Vous savez ce qu'il y a de plus étrange quand votre cœur est complètement brisé. À quel point vous pouvez devenir calme et logique. Une fois le choc initial passé, pas de larmes, pas de cris. Juste cette étrange clarté glaciale qui rend tout simple et évident. Je suis resté là à 3 heures du matin avec mon ordinateur portable, entouré d'impressions d'articles sur mes propres succès professionnels, des articles que la famille de ma fiancée avait sciemment évité de mentionner, et j'ai pris une décision. S'il voulait jouer à des jeux de manipulation, alors moi aussi. Mais j'allais gagner. Première chose à faire, comprendre exactement à quel point Nathalie et moi étions financièrement liés après 3 ans ensemble. Nous avions gardé la majorité de notre argent séparé, ce qui, tout à coup, me semblait être la meilleure décision que j'ai jamais prise. Mais il y avait encore plein de connexions à couper. Elle était utilisatrice autorisée sur une de mes cartes de crédit, celle qu'on utilisait pour les dépenses ménagères, les courses, les sorties. La limite était de $5000, et elle mettait généralement entre 8 cents et 1200 $ par mois. Le bail était à mon nom, parce que mon score de crédit était meilleur quand on avait emménagé il y a 2 ans. Tous les services étaient aussi à mon nom, électricité, gaz, Internet, même les abonnements aux plateformes de streaming. J'ai passé environ 1 heure à cartographier chaque connexion financière que nous avions, même la plus insignifiante, l'abonnement à la salle de sport qu'on partageait, notre carte Costco commune, même des trucs débiles comme la réduction sur l'assurance auto qu'elle obtenait parce qu'elle figurait sur ma police en tant que membre du foyer. Puis j'ai commencé à documenter tout ce que j'avais payé pendant notre relation. Et je veux dire tout, les sorties, les vacances, ce dîner d'anniversaire hors de prix au Refectory où j'avais dépensé $400 pour un seul repas, les reçus de la bague de fiançailles, 3 mois de salaire net pour une bague que sa mère avait qualifiée de pittoresque. Les billets de concert, les escapades du week-end, le moment où j'ai payé son vol pour aller au mariage de sa cousine parce qu'elle manquait de liquidité. Je ne prévoyais pas de demander à être remboursé. Je ne suis pas mesquin à ce point. Mais je voulais une image claire du montant exact que j'avais investi dans quelqu'un prêt à jeter 3 ans de relation parce que ses parents pensaient que je n'étais pas assez bien. Le chiffre était significatif, plus de $30 000 en 3 ans, sans compter le loyer ni les dépenses courantes. Vers 4 heures du matin, j'ai appelé mon pote Marc. Je l'ai réveillé, mais il a quand même décroché, parce que c'est ce que font les vrais amis. Mec, il est 4 heures du matin. Quelqu'un est mort ou en prison. Ni l'un ni l'autre. Mais j'ai besoin d'un énorme service. Est-ce que je peux venir dormir chez toi pendant quelque temps? Genre à partir de ce soir. Putain, ouais, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Les parents de Nathalie lui ont fait croire qu'elle pouvait avoir mieux que moi. Et elle est d'accord. Long silence. Merde, mec. Je suis désolé. Ouais, bien sûr. Viens quand tu veux. Tu veux que je t'aide à déménager des trucs? Pas encore. Je dois être stratégique. Marc n'a pas demandé de détails, n'a pas essayé de me convaincre de recoller les morceaux, n'a pas sorti de trucs du genre, elle a peut-être juste besoin de réfléchir. Rien de tout ça. Juste un soutien inconditionnel. Ça, c'est un véritable ami. Le reste de la matinée, j'ai planifié pas seulement la logistique du départ, mais aussi le timing et l'exécution. Tu vois, je ne voulais pas juste disparaître en silence et laisser Nathalie comprendre petit à petit ce que ça signifiait. Je voulais qu'elle se réveille en pleine face de la réalité immédiate de ce que choisir ses parents plutôt que moi voulais réellement dire. Le transfert du bail nécessiterait sa signature et l'approbation du propriétaire, mais je pouvais lancer le processus unilatéralement. L'annulation de la carte de crédit serait immédiate, sa carte cesserait tout simplement de fonctionner la prochaine fois qu'elle essaierait de s'en servir. Les services publics, je les laisserai actifs pendant 1 mois, pour lui donner le temps de mettre tout à son nom. Parce que malgré tout, je ne suis pas complètement sans cœur. Mais je voulais qu'elle comprenne d'un coup, exactement ce que faire mieux que moi allait lui coûter. J'ai écrit 4 versions différentes d'un mot avant de trouver le bon ton. Rien de trop émotionnel, rien qui sonne amer ou revanchard. Juste des faits froids et professionnels. Je partais. Voici ce qui devait être géré administrativement. Voici le calendrier pour diverses choses, comme si on dissolvait un partenariat professionnel.
J'ai aussi passé un appel ce matin-là au service des ressources humaines de mon entreprise. J'ai expliqué que je traversais une situation personnelle et que j'aurais besoin de quelques jours pour gérer certains aspects logistiques. Mon patron, Dave, a été cool. Il m'a dit de prendre tout le temps nécessaire. Au moment où Nathalie s'est levée pour aller travailler, à 7 heures du matin, j'avais tout planifié à la minute près. Je lui ai même préparé son café comme d'habitude, je l'ai embrassée pour lui dire au revoir, je lui ai demandé comment allait sa journée. Elle semblait soulagée que je ne reparle pas de notre dispute de la veille. Peut-être qu'on pourra en reparler ce soir, elle a dit en se regardant dans le miroir du couloir, quand on sera tous les deux moins émotionnels à propos de tout ça. Bien sûr, j'ai dit. On devrait en reparler ce soir. Elle n'avait aucune idée que ce serait notre dernière conversation normale en tant que couple. J'ai attendu 1 heure du matin pour exécuter mon plan. Nathalie avait toujours été une grosse dormeuse. Elle pouvait dormir à travers des orages, des sirènes, même cette fois où notre voisin du dessus avait décidé de déplacer ses meubles à 2 heures du matin. En 3 ans ensemble, j'avais appris que lorsqu'elle dormait, elle ne se réveillait qu'au son de son réveil. J'avais préparé un sac de sport plus tôt dans la soirée, pendant qu'elle était sous la douche juste les essentiels, quelques vêtements de rechange, des produits de toilette, mon ordinateur portable, des documents importants et je l'avais caché dans le placard d'entrée, derrière nos manteaux d'hiver, là où elle ne penserait jamais à regarder. Étape 1, le bail. Je me suis connecté au portail en ligne de notre complexe d'appartements et j'ai soumis une demande officielle de modification de bail pour me retirer en tant que locataire principal et transférer l'entière responsabilité à Nathalie. Notre gestionnaire d'immeuble, Madame Rodriguez, m'a toujours apprécié parce que j'étais discret, je payais mon loyer en avance et je ne causais jamais de problème. Je savais qu'elle aiderait Nathalie dans la transition si Nathalie voulait rester. Mais Nathalie allait devoir se qualifier pour l'appartement avec son seul revenu. Et c'est là que ça devient intéressant. Nathalie gagnait environ 45 000 $ par an chez Meridian Press Correct pour Columbus, mais rien d'extraordinaire. Notre loyer était de 2200 $ par mois pour un 2 pièces. La plupart des propriétaires veulent voir un revenu égal à au moins 3 fois le loyer mensuel, ce qui signifiait que Nathalie devait gagner environ 79 000 $ par an pour se qualifier seule. Elle en était loin. Ses parents pouvaient certainement se porter garant ou l'aider à payer le loyer, mais cela reviendrait à admettre qu'ils avaient fait fuir le gars qui partageait les frais avec elle. Ça, ce serait une discussion amusante. Étape 2, je l'ai retirée en tant qu'utilisatrice autorisée de ma carte de crédit et j'ai demandé une carte de remplacement pour moi. La carte actuelle cesserait de fonctionner sous 24 heures, mais la nouvelle n'arriverait qu'entre 3 et 5 jours ouvrables. J'ai aussi transféré le solde vers une autre carte, juste pour m'assurer qu'il n'y aurait aucune complication. Étape 3, j'ai dressé la liste de tous les services publics et abonnements liés à mon nom et à l'appartement, électricité, gaz, eau, internet, câble, même la location mensuelle de la place de parking. Je lui donnais 30 jours pour tout transférer à son nom avant de résilier quoi que ce soit. Je ne suis pas un monstre. Mais elle allait devoir créer de nouveaux comptes, payer des dépôts, tout le bazar. Étape 4, j'ai écrit mon mot. Simple, direct, complètement dénué d'émotion, Nathalie, j'ai décidé d'accepter ton évaluation selon laquelle tu peux avoir mieux que moi. J'ai initié un transfert de bail pour que l'appartement soit entièrement à ton nom et je t'ai retiré de ma carte de crédit. Tous les services publics resteront actifs jusqu'à la fin du mois prochain afin de te laisser le temps de mettre en place tes propres comptes. Je viendrai récupérer mes affaires la semaine prochaine. Merci de me dire quand tu ne seras pas à la maison. Je te souhaite le meilleur. Ryan. Je l'ai laissé sur le comptoir de la cuisine, à côté de mes clés et de la carte de crédit que j'étais en train d'annuler. Puis, je suis sorti par la porte à 1 heure du matin et j'ai conduit jusqu'à chez Marc, de l'autre côté de la ville. Marc m'attendait quand je suis arrivé, il avait déjà préparé le canapé avec des couvertures et des oreillers. Il m'a tendu une bière sans dire un mot. « Tu veux en parler ?» Il a demandé après qu'on ait chacun pris quelques gorgées. Ses parents ont passé des mois à la convaincre que je n'étais pas assez bien. Hier soir, elle a fini par être d'accord avec eux. Marc a simplement hoché la tête. Leur perte, mec. Sérieusement. Pas de drame. Pas de tentative pour me convaincre de reconsidérer. Pas de conseil relationnel. Juste une acceptation simple et du soutien. On a parlé pendant peut-être 20 minutes de logistique, combien de temps je pouvais rester, si j'avais besoin d'aide pour déménager mes affaires, ce genre de choses, puis je me suis écroulé sur son canapé et j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des semaines. Mon téléphone a commencé à sonner vers 8 heures le lendemain matin, texto, appel manqué,
messages vocaux tous de Nathalie. Je les ai laissés s'accumuler pendant que j'appelais mon patron pour confirmer que je prenais bien mes jours personnels comme prévu. La progression des messages était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. 8 heures, où es-tu? 8 heures, ton mot n'a aucun sens, rappelle-moi. 8 heures, Ryan, c'est ridicule, on doit parler. 9 heures, je ne peux pas croire que tu sois juste parti comme ça. 9 heures, le propriétaire a appelé à propos du transfert de bail, c'est quoi ce bordel? 10 heures, tu as annulé la carte de crédit? Comment suis-je censé faire les courses? Celui-là était particulièrement culotté. Malgré la richesse de sa famille, Nathalie avait toujours insisté pour garder son indépendance financière, ce qui, en pratique, signifiait vivre avec son modeste salaire d'éditrice, pendant que ses parents payaient discrètement ses prêts étudiants, sa voiture et son assurance santé. Elle avait accès à un fonds d'urgence qu'ils avaient mis en place, mais y toucher revenait à admettre qu'elle avait besoin d'aide. Je n'ai répondu à aucun message. À la place, j'ai passé la journée à chercher un nouvel appartement en ligne et à prendre des rendez-vous pour le week-end. Pendant les jours suivants, tandis que les messages de Nathalie passaient de la colère à la panique puis aux supplications, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait avant, j'ai vraiment commencé à creuser pour comprendre avec qui j'avais partagé ma vie pendant 3 ans. Tu te souviens de ces documents judiciaires sur l'héritage de la famille de Caroline en litige? Eh bien, il s'avère que ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. J'ai passé des heures à fouiller les dossiers publics, les dépôts d'entreprise, les enregistrements de propriété, même les publications des amis du country club sur les réseaux sociaux. La société d'investissement de Richard était dans un état bien pire que ce que j'avais imaginé. J'ai trouvé un dépôt réglementaire de l'État datant de 6 mois qui montrait qu'il faisait l'objet d'une enquête pour d'éventuelles irrégularités dans la gestion des comptes clients. Rien de criminel, mais le genre de choses qui fait fuir les clients fortunés. 3 de ses plus gros clients avaient retiré leurs comptes au cours de l'année écoulée, représentant environ 12 millions de dollars d'actifs sous gestion. Pour une petite entreprise comme la sienne, c'était dévastateur. Son bail de bureau devait être renouvelé en août, et les documents fonciers montraient qu'il essayait de négocier un espace plus petit. La situation de Caroline était encore plus intéressante. Son père était mort il y a 2 ans et avait laissé un testament compliqué qui partageait sa succession de 8 millions de dollars entre Caroline et ses 2 frères et sœurs. Mais il y avait des doutes sur la validité de certains changements apportés au testament juste avant sa mort, et toute l'affaire était bloquée devant le tribunal des successions. Les frères et sœurs de Caroline affirmaient qu'elle avait manipulé leur père sénile pour modifier le testament en sa faveur. Les frais juridiques à eux seuls leur coûtaient probablement plus de 50 000 dollars par an. Mais voici le truc vraiment tordu, j'ai trouvé les dossiers d'aide financière de Tyler à l'université grâce à une recherche dans une base de données où le gamin recevait des aides basées sur les besoins, malgré toute leur richesse et leurs abonnements au country club. Les Whitman faisaient passer des difficultés financières pour réduire les frais de scolarité de leur fils. Ils étaient riches en patrimoine, mais pauvres en liquidité. Tout leur argent était immobilisé dans des actifs auxquels ils n'avaient pas facilement accès, et leur situation de trésorerie réelle devait être très tendue. L'entreprise de Richard déclinait, l'héritage de Caroline était bloqué au tribunal, et ils avaient des dépenses énormes pour maintenir leur style de vie. Ils avaient absolument besoin que Nathalie épouse quelqu'un de financièrement prospère, pas à l'aise, pas de classe moyenne, mais réellement riche. Et quand ils ont compris que je risquais de devenir justement ce genre de personne à succès, ils ont paniqué et ont essayé de tout saboter avant que Nathalie ne réalise ce qu'elle allait perdre. La manipulation était encore plus calculée que je ne le pensais. Au 4e jour de silence radio, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était Derek, l'ex-petit ami dont Caroline parlait tout le temps. Je ne m'y attendais pas, Ryan? Salut mec. Ici Derek Mitchell, l'ex de Nathalie. J'ai eu ton numéro par Tyler. Ok, ai-je dit prudemment, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, ça va probablement te sembler super bizarre, mais j'ai entendu parler de ce qui s'est passé. Tyler m'a raconté quelques détails, et je voulais que tu saches que Richard et Caroline m'ont fait exactement la même chose il y a 3 ans. Là, ça a attiré mon attention. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand Nathalie et moi étions ensemble, ils m'adoraient au début aux banques d'investissement, bon salaire, tout ça. Mais quand ils ont découvert que ma famille n'avait pas d'argent à genre, mon père est mécanicien à Cleveland, ils ont commencé une campagne subtile pour nous séparer. Ils ont convaincu Nathalie que j'étais trop focalisé sur le travail et que je ne comprenais pas son monde, et tout un tas d'autres conneries. Mais vous êtes restés ensemble 2 ans, non? Ouais, et je me suis battu pour cette relation bien plus longtemps que je n'aurais dû. J'essayais constamment de me prouver digne. Tu sais, c'était épuisant.
J'ai fini par comprendre que peu importe ce que je faisais, ce ne serait jamais suffisant à moins de venir d'une famille riche. C'était une révélation. Alors pourquoi tu me racontes ça? Parce que Tyler m'a dit que tu réussissais très bien professionnellement, et qu'il le savait quand ils ont commencé à empoisonner le puits. C'est encore plus tordu que ce qu'ils m'ont fait à moi. Au moins avec moi, ils pensaient sincèrement que je n'étais pas assez bon. Avec toi, ils essaient juste de manipuler Nathalie pour qu'elle quitte quelqu'un qui est en réalité parfait pour elle. On a parlé encore pendant 20 minutes. Derek s'est révélé être un type bien, pris dans la même toile de manipulation familiale. Il avait fini par déménager à New York, réussissait bien chez Goldman, mais disait que toute cette expérience l'avait rendu beaucoup plus prudent quant au moment de rencontrer la famille d'une femme au début d'une relation. Pour ce que ça vaut, il a dit avant qu'on raccroche, Nathalie a été misérable pendant des mois après notre rupture. Je pense qu'elle savait qu'elle avait fait une erreur, mais elle était trop fière pour l'admettre. Tu es probablement mieux loti en découvrant qui elle est vraiment maintenant plutôt qu'après le mariage. Ce soir-là, j'ai signé un bail pour un appartement, une chambre à Germain Village. Bel endroit, parquet en bois, à distance de marche de mon travail, plus cher que ma part dans l'ancien logement, mais je pouvais le gérer facilement avec ma récente augmentation et les primes du projet. Les messages de Nathalie avaient eux aussi évolué, jour 1, colère et confusion, jour 2, panique concernant les aspects pratiques, jour 3, supplication et promesse de tout arranger, jour 4, je ne pensais pas vraiment ce que j'ai dit à propos de mes parents avoir raison, jour 5, s'il te plaît, parle-moi, je t'aime. Au 5e jour, j'ai finalement répondu avec un seul texto, je viendrai récupérer mes affaires la semaine prochaine, les services sont payés jusqu'à la fin du mois, dis-moi quand tu ne seras pas chez toi. Sa réponse a été immédiate, s'il te plaît, ne fais pas ça, je t'aime, on peut arranger ça. Trop peu, trop tard. Le 6e jour, un appel inattendu est arrivé, de Richard lui-même. J'ai failli ne pas décrocher, mais la curiosité l'a emporté. Ryan, son ton condescendant habituel, avait complètement disparu, remplacé par quelque chose qui ressemblait presque à de l'humilité. Nous devons parler. Je ne pense pas que nous ayons quoi que ce soit à nous dire. Richard, s'il te plaît. Nathalie ne va pas bien. Toute cette situation a dégénéré. C'est regrettable, mais ce n'est plus mon problème. Écoute, soupira-t-il lourdement, j'ai peut-être dépassé les bornes, dit des choses à Nathalie que je n'aurais pas dû. Tu crois? Pouvons-nous nous rencontrer? Caroline et moi aimerions te parler en personne pour clarifier certaines choses. Contre tous mes instincts, j'ai accepté de les rencontrer pour un café le lendemain, par pure curiosité sur leur angle d'attaque. En entrant dans le Starbucks près du campus, j'ai été choqué de trouver non seulement Richard et Caroline qui m'attendaient, mais aussi Nathalie et Tyler. Toute cette putain de famille assise autour d'une table au coin comme une sorte d'intervention. Qu'est-ce que c'est que ça? Ai-je demandé en restant debout. S'il te plaît, assieds-toi, dit Caroline. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle avait l'air moins que parfaitement soignée. Ses cheveux, d'ordinaire impeccables, étaient légèrement en désordre, et il y avait de vraies rides de stress autour de ses yeux. Je me suis assis, mais j'ai pris soin de choisir la chaise la plus éloignée de Nathalie. Elle avait l'air épouvantable, yeux rouges et gonflés, cheveux non lavés, portant le même sweat Ohio State depuis 3 jours d'après les stories Instagram de Tyler. Ryan, commença Richard en s'éclaircissant la gorge avec gêne, je te dois des excuses. Ce que j'ai dit à Nathalie à ton sujet était injuste et à courte vue. Tu crois? Oui. La semaine dernière nous a clairement montré que tu étais bien meilleur pour Nathalie que ce que nous t'avions crédité. Comment ça? Intervint Caroline. Nathalie est absolument dévastée. Nous ne l'avons jamais vue comme ça. Elle t'aime vraiment, Ryan. Quelles que soient nos différences, cela saute aux yeux. J'ai regardé Nathalie, qui pleurait en silence dans un mouchoir. Une partie de moi se sentait mal pour elle, mais une plus grande partie était encore furieuse de la facilité avec laquelle elle s'était retournée contre moi. Et il s'avère, continua Richard, visiblement embarrassé, que nous n'étions pas pleinement informés de ta situation professionnelle. Tyler prit la parole, j'ai essayé de leur dire, mec, à propos du projet Riverside et de son importance, mais ils n'écoutaient pas vraiment jusqu'à. Jusqu'à quoi? Ai-je demandé. Richard se tortilla sur sa chaise. Jusqu'à ce que je fasse mes propres recherches cette semaine, que j'appelle des gens dans le milieu du développement, que je lise quelques articles. Je n'avais aucune idée que tu étais le concepteur principal d'un projet aussi important. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Demanda Caroline. À propos de ton travail, de tes réussites?
Parce que ça ne devrait pas avoir d'importance, ai-je répondu simplement. Je suis architecte parce que j'aime le design et créer de beaux espaces, pas pour impressionner les parents de ma copine. L'honnêteté de cette déclaration sembla les frapper tous assez fort. Richard avait même l'air honteux, ce que je n'avais jamais vu chez lui. Nous avions tort, dit-il doucement. Tort à ton sujet. Tort d'avoir semé le doute dans l'esprit de Nathalie. Tort sur le genre d'homme qui rendrait notre fille heureuse. Ce n'est pas vous qui avez semé le doute, ai-je corrigé. Elle est une adulte, elle a fait son propre choix. Elle a choisi votre approbation plutôt que notre relation. J'ai fait le mauvais choix, dit enfin Nathalie, d'une voix rauque à force d'avoir pleuré. J'étais effrayé, stupide, et je les ai laissés me monter la tête. Je le regrette chaque seconde depuis que tu es parti. Richard se pencha en avant. Nous sommes ici pour te demander de reconsidérer. De donner à Nathalie, de nous donner à tous, une seconde chance. J'ai regardé autour de la table, cette famille qui avait passé des mois à saper systématiquement ma relation avec leur fille, et maintenant ils étaient là, me suppliant de réparer le désastre qu'ils avaient créé. Pourquoi ce revirement, Richard? Parce que j'ai soudainement l'air d'être quelqu'un de réussi? Non, dit-il, même si ses yeux dérivèrent un instant, parce que je n'ai jamais vu ma fille aussi brisée, et j'ai compris que c'était ma faute. Ce n'est pas juste parce que Nathalie est bouleversée, ajouta Caroline. Nous t'avons sincèrement mal jugé en tant que personne. Tu es clairement dévoué, talentueux, travailleur, tout ce que nous voulons pour notre fille. Nous n'avons juste pas su voir au-delà de nos propres préjugés. Voici ce qu'il ne savait pas, mais que moi, je savais, j'avais fait encore plus de recherches cette semaine. L'entreprise de Richard ne faisait pas que lutter, elle était en train de s'effondrer. 2 autres clients avaient retiré leur argent ces derniers jours, probablement effrayés par l'enquête réglementaire en cours. La situation légale de Caroline empirait aussi. J'avais trouvé des documents montrant que ses frères et sœurs avaient déposé de nouvelles requêtes, l'accusant de fraude. Ils ne s'inquiétaient pas juste du bonheur de Nathalie. Ils étaient terrifiés d'avoir saboté sa relation avec quelqu'un qui était sur le point de devenir très prospère au moment même où leur propre situation financière devenait désespérée. « S'il te plaît, Ryan, dit Nathalie en tendant la main vers la mienne. Je me suis reculé avant qu'elle ne me touche. Je sais que j'ai merdé, que je t'ai blessé, mais je t'aime. Pas pour ce que tu fais, ni pour ce que tu gagnes, mais pour toi, la personne qui me fait rire, qui m'écoute me plaindre du boulot, qui se souvient que j'aime mon café avec du lait d'avoine même si tu trouves ça dégueulasse. Mais tu ne m'as pas défendu, ai-je dit calmement. Quand ils ont dit que je n'étais pas assez bien, tu ne t'es pas battu pour nous. Tu as été d'accord avec eux. J'étais confuse, j'avais peur de me marier, de prendre la mauvaise décision. Ce n'était pas vraiment à propos de toi, c'était moi, j'étais terrifié de faire une erreur. Et maintenant tu as peur de devoir payer le loyer toute seule? Elle eut un sursaut, comme si je l'avais giflé. Ce n'est pas juste. Vraiment? Tu ne m'as contacté que lorsque tu as découvert que j'avais transféré le bail et annulé ta carte de crédit. C'est drôle comme ton amour pour moi est devenu soudainement clair quand les conséquences pratiques sont arrivées. Tyler avait l'air mal à l'aise. Caroline tamponnait ses yeux avec une serviette. Richard semblait juste abattu. Les aspects pratiques m'ont juste fait réaliser à quel point je dépends de toi, plaida Nathalie. À quel point j'ai besoin de toi dans ma vie, à quel point tout est vide sans toi. Je ne veux pas être nécessaire, ai-je dit en me levant. Je veux être choisi. Et quand c'était important, quand tu devais choisir entre moi et l'approbation de tes parents, tu les as choisis. Ryan, tenta Caroline une dernière fois, les gens font des erreurs, cela mérite bien le pardon. Nathalie a appris de cela. Je les ai regardés tous, cette cellule familiale désespérée de se refermer pour réparer le désastre qu'ils avaient causé. Richard, dont l'entreprise s'effondrait et qui avait besoin que sa fille fasse un bon mariage. Caroline, dont l'héritage était bloqué au tribunal et qui avait besoin de sécurité financière. Nathalie, qui avait jeté 3 années à la poubelle parce qu'elle accordait plus de valeur à l'opinion de ses parents qu'à notre amour. Et je ne ressentais rien. Cette clarté glaciale était toujours là, me protégeant de leur manipulation. Je vous souhaite le meilleur, ai-je dit en me tournant pour partir. Attends, s'écria Nathalie en se levant si vite que sa chaise racla bruyamment le sol, attirant les regards des autres clients. Je ferai n'importe quoi, j'emménagerai dans ton nouvel appart, je paierai tout moi-même, je couperai les ponts avec mes parents si c'est ce qu'il faut, mais s'il te plaît, ne nous abandonne pas. Ses parents avaient l'air vraiment alarmés à l'idée d'être coupés, ce qui m'a tout dit sur la sincérité réelle de leur changement d'attitude. Ce n'est pas à propos de tout ça,
Je lui ai dit. C'est à propos du fait que tu m'as montré qui tu étais vraiment quand les choses sont devenues difficiles, quelqu'un qui accorde plus de valeur au statut et à l'opinion des autres qu'à la loyauté et à l'amour. Quelqu'un qui pense que l'amour doit être conditionné à l'approbation des autres. Je suis sorti de ce Starbucks et je ne me suis jamais retourné.